Nassar TV. ñi nga xam ne abonné goo ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga bës bouton s'abonner bi laal cloche bi partager vidéo yi aimer suñu vidéo yi ngir gën ñoo may doole. asalaamaaleykum waa Louga asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di leen ziare di jiital suñu nuyoo bi suñu ñaari waajur di nuyu sama waa kër di nuyu waa samay mag ñëpp wax dëgg yàlla parce que ñu ñoo ma jàppale daal tey moo am fitu tey def lii. beneen bi si topp nag mooy tey li mu fi dagalee mooy def conférence la philosophie boo xam si IJAT moo ko daal di organiser boo xam si ni ñun man Mouhamed Sarr man maay le coordinateur régional de l'IJAT Louga vraiment ñu siy ñaax rek ndaw ñi que ñëpp mën cee ñëw intégré ci mouvement IJAT parce que vraiment mouvement bi intéressant la boo xam si ni mouvement apolitique la d'abord waaye di jëm ci wàllu éducation agriculture ak développement tey nag ñu jël initiative bi def ko rek ko pour jàppale suñu rakk yi jàppale tamit naa suñu ci élèves yi def terminal vraiment tamit ñu ànd ci woon ñëpp invité si woon ñëpp waaw vraiment moom te coordinateur national mi ngi nii di Abdou Sarr ànd ak Mamadou Sène le secrétaire général ànd ak tous les représentants de la jeunesse vraiment daal tey mën nañu wax ne c'est la jeunesse qui gagne c'est la jeunesse lougatoise qui gagne parce que lii nii ñëpp ko rafetlu en tout cas daal xanaa foo xool nag dafa sedd boo xam ne mënuma wax waaw xanaa ay kàddu cant ak ngërëm rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp si jàpp ñëpp maa ngi leen gërëm vraiment yéen waa Nassar TV tamit yéen wax dëgg yàlla maa ngi leen di remercier parce que yéen a ngi di couvrir presse bi yéen a ngi couvrir tous les événements yoo xam ne jeunesse bi wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko aaye ñoom ñoo ko di def waaw vraiment seen taxawaay ñoo leen di encouragé di leen félicité te di leen encouragé encore une fois te xam ne di lancé waat benn appel rek autorités yi mouvement jeunesse yi que tous les jeunes nañ ñëw intégré ana ci mouvement yi nañ ñëw intégré ana ci mouvement yi parce que fi nga mën a jàngee lu bëri fi nga mën a jàngee lu bëri waaw en tout cas daal maa ngi leen di remercier di féliciter di encourager. Merci beaucoup Ibrahima. Bonjour l'assistance d'abord, vous chers élèves qui avez fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie donc de la connaissance, notamment avec en ligne de mur la préparation donc des épreuves de philosophie du baccalauréat. Je vous passe également mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses, vous qui avez fait le déplacement. Je vous nomme monsieur le coordonnateur donc de IJAT, mais également son secrétaire général. Je salue tout le monde, tonton Bandian comme j'ai l'habitude de l'appeler, parce qu'en réalité c'est ici, au niveau de ce cadre-là de formation, mais également d'accompagnement des jeunes par les pères ou bien des jeunes par les oncles que j'ai fait mes premiers pas. Je vous nomme donc le CEDEPS, mais également le centre conseil ado de Louga. Donc le plaisir n'a jamais été grand quand je prends le micro ici à Louga. Et chaque année, comme je le dis, quand les gens m'appellent pour des synthèses ailleurs, je dis souvent qu'avant de partir ailleurs, je préfère d'abord démarrer à Louga, là où je parlerai avec des frères, je parlerai également avec des sœurs. Donc pour ne pas trop me camper dans cet ordre protocolaire, donc je m'en vais rapidement dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est le programme de philosophie en classe de terminale. Vous tous, vous n'êtes pas sans savoir que le programme de philosophie en classe de terminale est réparti en 4 domaines. Il y a le domaine 1 intitulé la réflexion philosophique, le domaine 2 la vie sociale,
le domaine 3, l'épistémologie, et le domaine 4, l'esthétique ou la philosophie de l'art. Le domaine 1 a pour objectif principal de pousser l'élève à savoir définir la philosophie. Au cas contraire, savoir distinguer la philosophie d'avec ce qu'elle n'est pas, être en mesure de manipuler des objets métaphysiques, mais également avoir la capacité de prendre la parole dans un débat portant sur la philosophie africaine. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves, quand vous commencez à étudier une discipline aussi nouvelle, une discipline aussi complexe que cette discipline baptisée par Pythagore de Samos en l'appellation de philosophie, il est toujours pertinent de partir de ses origines. Donc la première question que l'on se pose, c'est quelles sont les origines de la philosophie? Et quand on dit quelles sont les origines de la philosophie, là où votre attention doit être orientée, c'est sur le simple fait que la philosophie n'a pas une seule origine. Si elle en avait une, on aurait dit quelle est l'origine de la philosophie. Mais dès l'instant qu'on dit quelles sont les origines de la philosophie, vous devez comprendre que la notion d'origine en philosophie a deux significations. Il y a d'abord ce que l'on appelle l'origine historique de la philosophie, appelée également l'origine chronologique, et ce que l'on appelle l'origine logique ou l'origine causale. Qu'est-ce qu'on entend par origine historique de la philosophie? L'origine historique de la philosophie, c'est l'origine qui retrace le commencement de l'activité philosophique. Où est née la philosophie, quand est née la philosophie, mais également qui sont les premiers philosophes. Par contre, quand on parle de l'origine logique, on n'est plus dans l'histoire, mais on est dans ce que l'on appelle la causalité. En d'autres termes, ce que l'on chercherait, c'est qu'est-ce qui pousse l'homme à s'adonner à une réflexion philosophique. Répondant à la première question, d'abord, il y a Aristote qui considère que la philosophie est née au 6e siècle avant J.C., en Asie mineure, en Grèce, dans les îles d'Ion, plus précisément dans la ville de Milet, avec des penseurs à l'image de Thalès, d'Anaximandre et d'Anaximène. Et ces penseurs, vous les appelez en classe les présocratiques. Mais en réalité, cette conception aristotélicienne n'est pas partagée par tous, parce que Jürgen Laërce soutient que la philosophie, elle est née en Afrique septentrionale, plus précisément en Égypte. Aristote sera appuyé dans sa thèse par Hegel, pour qui la mentalité africaine, incapable de développer une pensée, digne d'être appelée philosophie. Pour Hegel, l'homme noir, en réalité, ne peut pas développer une pensée conceptuelle. À la suite de Hegel, il y a un Français du nom de Amélino qui va contrecarrer ce propos de Hegel. Qui est Amélino? C'est un égyptologue de renommée. Après ses études donc portant sur l'Égypte, Amélino va dire que Socrate a dit mérite, Platon a dit mérite, mais les prêtres égyptiens ont plus de mérite. Et si nous les rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, à savoir la philosophie, nous ne faisons qu'un acte de justice et de vertu. Le débat ne va pas s'en limiter là, parce que Heidegger va prendre la parole pour dire quoi? Pour dire que la philosophie d'ailleurs, elle parle grec et est grecque dans son être même. Et puisqu'elle parle grec, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers philosophes ont été grecs et que pour Heidegger, l'expression rabattue même de philosophie occidentale est une tautologie, c'est-à-dire une répétition parce qu'il n'existe de philosophie qu'en Occident. Le débat est loin de se clôturer parce que le savant sénégalais Cheikh Anta Diop va lancer un défi à l'Occident. Il va leur dire, dites-moi s'il y a un penseur occidental qui a élaboré sa philosophie avant de visiter l'Égypte. Ceci pour dire quoi? Pour dire que ça soit Thalès, que ça soit également Platon et autres, ils ont, même Pythagore, ils ont d'abord visité l'Égypte. C'est à leur retour donc d'Égypte qu'ils ont élaboré une pensée digne d'être appelée philosophie. C'est pourquoi le disciple de Cheikh Anta, Théophile Obenga, va dire que l'Europe est assise sur un confort mensonger. Tout prouve qu'elle a une dette donc réelle envers les prêtres égyptiens. Pour dire quoi? Pour dire que la question de où est née la philosophie jusqu'à présent n'a pas trouvé de réponse unanime, dans la mesure où pour certains la philosophie est née à Milet, alors que pour d'autres la philosophie est née en Égypte, plus précisément donc en Afrique septentrionale. Cette question elle est loin d'être pertinente parce que la question la plus pertinente est la suivante: qu'est-ce qui pousse l'homme à s'adonner à la philosophie? En d'autres termes, les philosophes s'accordent sur une chose. Ils disent quoi? Ils disent que la philosophie est fille de l'étonnement. D'ailleurs, Aristote dit dans Métaphysique que c'est l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux premières spéculations philosophiques. Et Platon, alors, dans le Théétète, lorsqu'il dit s'étonner, virgule, la philosophie n'a pas d'autre origine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la philosophie est l'origine de l'étonnement. Mais qu'est-ce que l'étonnement? L'étonnement vient du latin addetonare, qui veut dire frapper de tonnerre, mais également du grec tomasin, qui veut dire émerveillement. Par frapper de tonnerre, nous entendons quoi? Nous entendons que l'étonnement traduit la peur, l'angoisse, l'inquiétude. Mais on ressent la peur, l'angoisse et l'inquiétude lorsqu'on a en face du tourment. Qu'est-ce que le tourment? Par tourment, les Grecs entendent le merveilleux. Par merveilleux, entendez ce qui n'est pas ordinaire. Ce qui n'est pas ordinaire, c'est ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire,
qui est étrange. Ce qui est étrange, c'est ce qui n'est pas familier. Or, ce qui n'est pas familier, c'est ce qui est étranger. Par contre, ce qui est étranger, c'est ce que je ne connais pas. Ce que je ne connais pas, c'est ce que je ne maîtrise pas. Par contre, je m'étonne quand je suis devant une situation que je ne maîtrise pas. Donc, par conséquent, l'étonnement me permet de prendre conscience de ma situation de manque. Or, qui manque aime, qui aime cherche, qui cherche questionne, qui questionne doute et qui doute philosophe nécessairement. Telle est l'origine logique de l'activité philosophique. S'il en est ainsi, la question primordiale maintenant qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que la philosophie? Et vous tous, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes présenté pour la première fois dans un cours de philosophie, vous êtes attendu à ce que votre prof de philo vous dit d'emblée ce qu'est la philo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première fois que l'apprenti philosophe appelé le néophyte se présente dans un atelier de philo, il s'attend à ce que son prof de philo lui dit d'abord qu'est-ce que la philosophie. Mais toutefois, vous tous, vous savez que lors de votre premier cours, vous êtes sombré dans la déception parce que votre prof de philo, malheureusement, il n'a pas pu vous dire qu'est-ce que la philosophie. D'ailleurs, il a même convoqué le professeur Gilles Lachelier, qui dans un premier poste d'enseignement, lorsqu'un élève qui venait fraîchement de quitter la classe de première lui dit « Monsieur Lachelier, qu'est-ce que la philo ?» Le professeur regarde l'élève les yeux dans les yeux et lui dit « Je ne sais pas ». Toute la classe se regardèrent, se mirent en colère, sortirent et demandèrent l'affectation du professeur Gilles Lachelier. Et quand on a demandé à professeur Gilles Lachelier de s'expliquer par rapport à son attitude, le professeur a dit quoi? À la question qu'est-ce que la philosophie? Je ne peux répondre que par je ne sais pas. Mais attention, nous avons affaire à un je ne sais pas qui sait. Parce que c'est un je ne sais pas qui sait au moins ce qu'il ne sait pas. Et quand on sait qu'on ne sait pas, on ouvre les portes du savoir parce qu'on s'inscrit dans une perspective de quête, de conquête, d'enquête, du sens, de l'essence, mais également de la quintessence de l'activité philosophique. Par conséquent, qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Vous devez comprendre en réalité que la philosophie, elle n'a pas de définition exacte. Parce que dire que la philosophie est indéfinissable, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de définition de la philo. La philosophie en a 1001. Mais le problème c'est quoi? C'est que de toutes les définitions, il n'y en a pas une sur laquelle tous les philosophes s'accordent. Chaque philosophe essaye de mettre sur pied sa propre philosophie. Maintenant, quelle est la question? C'est pourquoi toutes les sciences sont aisément définies, mais quant à la philosophie, elle est rebelle à toute définition. La première réponse, c'est que, chers élèves, la philosophie n'a pas d'objet précis. Parce qu'une discipline est définie par rapport à son objet. Quand vous dites l'histoire, son objet c'est le passé des hommes. Qu'est-ce que l'histoire? C'est la science qui étudie le passé des hommes. La biologie, son objet c'est le vivant. Qu'est-ce que la biologie? C'est la science qui étudie le vivant. L'algèbre, son objet c'est les nombres et les grandeurs mesurables. Qu'est-ce que l'algèbre? C'est la science qui étudie les nombres et les grandeurs mesurables. La physique, son objet, c'est la composition externe de la matière. Qu'est-ce que la physique? C'est la science qui étudie la composition externe de la matière. La chimie, son objet, c'est la composition interne de la matière. Qu'est-ce que la chimie? C'est la science qui étudie la composition interne de la matière. Mais quel est l'objet de la philosophie? La philosophie, elle porte sur quoi? Sur elle-même, sur la vie, sur la mort, sur la conscience, sur l'inconscience, sur le travail, sur le langage, sur la science, sur le mythe, sur la magie, sur la liberté, sur l'état, sur l'art. Donc elle porte sur quoi? Elle porte sur tout. Donc l'objet de la philosophie est un objet totalitaire. Vous savez pourquoi? Parce que la philosophie, elle est claustrophobe. Dans claustrophobe, nous avons claustros, qui veut dire enfermement, et phobie veut dire peur. Donc la philosophie, elle a peur de l'enfermement. La philosophie, elle est agoraphile. Agora veut dire espace, phile veut dire aime. Donc la philosophie, elle aime les espaces. La philosophie, elle est extravertie. Extra veut dire hors de soi-même. Vertu veut dire direction, tendance. Donc la philosophie, elle sort d'elle-même pour tendre vers ce qui n'est pas elle. Par conséquent, si définir veut dire limiter, alors que la philosophie, elle n'a pas de limite, quelle est la conclusion? La philosophie ne peut pas être définie. La deuxième raison également qui fait que la philosophie est rebelle à toute définition, c'est que, chers élèves, la philosophie n'est pas une. Ou du moins, même si elle est une, c'est une unité plurielle. Vous savez pourquoi? Parce qu'en philosophie, chaque philosophe, en fonction de sa vision du monde, mais également en fonction de son postulat, met sur pied sa propre philosophie. Ce qui veut dire que nous avons autant de philosophes que de philosophie. Mais également, chaque philosophe, après avoir mis sur pied sa propre philosophie, propose sa propre définition philosophique. Cela veut dire que si nous avons X philosophes, nous avons X philosophie et X définition de la philosophie. Par conséquent, nous avons autant de philosophes que de philosophie et autant de philosophie que de définition de la philosophie. Et le sentiment maintenant qui vous habite, quand vous posez la question qu'est-ce que la philosophie, est un sentiment de gêne, d'inconfort, mais également de malaise intellectuel. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand vous dites qu'est-ce que la philosophie, il y a 1001 définitions qui se bousculent dans votre tête. Et qu'à chaque fois quand vous voulez en choisir une pour la poser comme la définition exacte de la philosophie, wallahi, vous êtes sur le chemin de la trahison exacte de la philosophie. Par conséquent, nous renonçons à dire ce qu'elle est
pour voir ce qu'elle n'est pas, ou du moins ce qu'elle a été considérée. Il faut comprendre que de l'Antiquité au XVIIe siècle, la philosophie a été perçue comme étant une encyclopédie. En d'autres termes, la philosophie était présentée comme reine mère de toutes les sciences. Si l'on est ici, c'est parce que les sciences que nous appelons aujourd'hui sciences particulières n'existaient pas, ou du moins, même si elles existaient, elles étaient des composantes intégrales de la philosophie. N'oubliez pas que Pythagore, ou bien autant pour moi, Pythagore était mathématicien. Thalès également était mathématicien et astronome également. Il y a aussi Socrate qui avait écrit à l'entrée de son fronton, à l'entrée de son académie sur le fronton, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la philosophie, elle capitalisait, elle paralysait toutes les sciences. À telle enseigne que, pour être philosophe, il fallait être à l'aise dans toutes les formes de connaissances. Raison pour laquelle Aristote, quand on lui a dit, mais monsieur Aristote, qui peut être considéré comme philosophe? Sa réponse a été, et philosophe, celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Cette définition ne va pas simplement se limiter dans l'Antiquité. Pourquoi? Parce qu'elle va faire carrière dans l'histoire de la philosophie pour se retrouver au XVIIe siècle dans ce que l'on appelle, à travers la métaphore arborée, centre de Descartes, dans son ouvrage intitulé Au principe de la philosophie. Descartes nous dit quoi? Descartes nous dit que toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont les autres sciences qui se réduisent à trois principales, la médecine, la morale et la mécanique. Par conséquent, de l'Antiquité au XVIIe siècle, pour ne pas dire d'Aristote à Descartes, la philosophie était perçue comme reine mère de toutes les sciences et que le philosophe était vu comme étant un savant, la philosophie perçue comme étant TC, c'est-à-dire connaissance de la totalité et la totalité de la connaissance. Mais cette définition est-elle toujours valable? Est-ce qu'il est possible de considérer jusqu'à présent le philosophe comme un savant? Vous allez me répondre par non. Pourquoi? Parce que si la philosophie était perçue comme savoir, c'est parce qu'elle englobait les sciences. Aujourd'hui que les sciences se sont libérées, vous n'êtes pas sans le savoir. Déjà, dans l'Antiquité, au 1er siècle de notre ère, même on peut dire, il y a Ptolémée, avec la conception ptolémaïque qui libère l'astronomie. Il y a d'abord, au XVIIe siècle, le trio Galileo-Galilée, Newton-Kepler libère la physique. Au XVIIIe siècle, Lavoisier libère la chimie. Au XIXe siècle, Claude Bernard libère la biologie. Au XXe siècle, Auguste Comte libère toutes les sciences humaines. Par conséquent, si la philosophie était considérée comme savoir, parce qu'elle englobait les sciences, aujourd'hui que les sciences se sont libérées d'elle, il ne reste en la philosophie qu'un néant de savoir. La philosophie devient alors le savoir du néant. Maintenant, si le philosophe n'est pas un savant, serait-il alors un ignorant? La réponse est non. Il n'est ni savant ni ignorant. Pourquoi? Parce que l'ignorance c'est I veut dire absence de, ignorance nous avons gnos, gnos c'est le synonyme du mot grec matia, matia veut dire connaissance, donc ignorance veut dire absence de connaissance. Par conséquent, un ignorant c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et quand on sait, quand on ne sait pas, qu'on ne sait pas, on ferme définitivement les portes du savoir, parce que croire savoir, c'est s'interdire de savoir. Par conséquent, le philosophe c'est celui qui est conscient de son ignorance et qui part en quête du savoir. D'où pour Karl Jaspers, philosopher c'est être en route vers l'horizon évanescent de la connaissance. C'est d'ailleurs ce que dit Jotim à Socrate. Jotim dit à Socrate, que des dieux, par Dieu entendent savant, le philosophe et le désir de devenir savant. Car il l'est, et en général, si l'on est savant, l'on ne philosophe pas. L'ignorant aussi ne philosophe pas, car l'ignorant a ceci de fâché, que n'ayant ni art, ni bonté, ni science, il s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Donc, ni les savants, ni les ignorants ne philosophent. Et Socrate relance à Jotim. Donc, mon cher Jotim, qui sont donc ceux qui philosophent? Jotim dit à Socrate, même un enfant serait en mesure de répondre à ces questions, c'est celui qui est entre les deux. Donc, le philosophe, il n'est ni savant, ni ignorant. Ou du moins, il est ni savant, ni ignorant, parce qu'il a quitté le stade de l'ignorance. Au moment où il a pris conscience de son ignorance, il n'a pas encore atteint la sagesse, parce qu'il est en route. Le fait qu'il est en route fait que la philosophie est perçue étymologiquement comme étant amour de la sagesse. Dire que la philosophie est amour de la sagesse, c'est prendre la logique étymologique. Mais attention, vous avez l'habitude d'écrire étymologie en mettant un H après le T. Il n'y a pas de H, vous mettez accent aigu, T, Y. Donc j'attire votre attention là-dessus. Également, il ne faut jamais croire que la définition étymologique peut être utilisée pour tout sujet de philo qui parle donc de philosophie. Attention, donc c'est une définition qui montre uniquement que le philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, mais le philosophe, il est un pèlerin de la sagesse. D'ailleurs, selon Jürgen Layers, qui est un historien de la philosophie, il nous dit que le mot philosophie est sorti pour la première fois de la bouche de Pythagore de Samos. Le mathématicien grec que vous avez rencontré en mathématiques en classe de 4e, c'est Pythagore qui a inventé le mot philosophie.
Dans quelles circonstances? Parce que le mot philosophie ne peut pas sortir du hasard. Ça ne peut pas venir ex nihilo. Ex nihilo, nous avons ex qui veut dire extérieur, nihil veut dire rien. Donc ça ne peut pas venir de rien. Il doit y avoir des raisons, des motivations qui auraient poussé Pythagore à prononcer le mot philosophie. Quelles sont ces motivations? Vous savez que Pythagore, après son retour donc d'Égypte, était un homme de science. À telle enseigne que ses concitoyens, c'est-à-dire que les individus avec qui il vivait, pour l'honorer, pour le glorifier, lui ont donné l'appellation de Sophos. Par Sophos entendait le sage, et partout où Pythagore passait, on l'appelait le Sophos. Mais cette appellation de Sophos ne l'enchantait pas. En d'autres termes, Pythagore ne voulait pas qu'on l'appelle Sophos. C'est pourquoi un jour, interpellé sous cette appellation, Pythagore lui-même répond que je suis Philosophos. Non pas celui qui prétend détenir le savoir, mais plutôt celui qui tend vers. Il n'y a de sage que Dieu. En d'autres termes, Pythagore se définit non pas comme étant un sophos, mais plutôt comme un philosophos. Philosophos est formé à partir de deux vocables grecs, lesquels il y a philia qui veut dire amour et qui vient de philéien qui veut dire aimer, et il y a sophia qui veut dire sagesse. Donc philosophie étymologiquement veut dire amour de la sagesse. D'où pour Luc Brisson, le mot philosophie est le mode de vie de celui qui désire atteindre la sagesse et qui maintenant d'après ce désir est nommé philosophos. Par conséquent, le philosophe n'est pas un détenteur de la connaissance, mais le philosophe c'est celui qui s'efforce d'être à la recherche donc de la vérité. C'est pourquoi il est défini comme étant un amoureux. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? L'amour c'est quoi d'abord? L'amour se définit comme une tendance attractive vers ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'est pas, ce dont on manque. Autrement dit, on aime toujours ce que l'on n'a pas, on aime toujours ce que l'on n'est pas, on aime toujours ce dont on manque. Autrement dit, on est toujours amoureux de ce que l'on n'a pas. Par conséquent, l'amour donc se veut comme étant un désir orienté vers un manque pour combler un vide. C'est pourquoi c'est d'ailleurs ce que dit le Tasman sénégalais lorsqu'il dit que le capitaine au borom le fou ko fek da koy matlo. Ce mat du philosophe maintenant orienté vers la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse en philosophie, elle a deux dimensions. Il y a la dimension théorique et la dimension pratique. La dimension théorique de la sagesse, c'est la sagesse en tant que connaissance. La dimension pratique, c'est la sagesse en tant que morale. Quand on dit que le philosophe, il est un amoureux de la sagesse, c'est-à-dire qu'il désire connaître le bien, mais également il désire vivre selon les principes du bien. Également, après cette définition également, il y a d'autres qui ont défini la philo comme étant ce que l'on appelle un art de vivre. Dire que la philosophie est un art de vivre, c'est d'abord dire deux choses. Montrer que la philosophie, elle n'est pas essentiellement théorique, autrement dit, elle n'est pas simplement une activité de réflexion, parce que, comme le dit Antoine Comte-Sponville, philosopher, c'est penser sa vie, mais également vivre sa pensée. Par conséquent, la philosophie aurait également une dimension pratique, autrement dit, elle n'est pas une simple spéculation, elle n'est pas également un bavardage stérile. Mais également, c'est comprendre aussi que la philosophie a une certaine utilité dans la vie. C'est pourquoi elle est perçue par d'aucuns comme étant un art de vivre. Et dire que la philosophie est art de vivre nous permet de revisiter trois écoles philosophiques de l'Antiquité. Il s'agit du stoïcisme, de l'épicurisme, mais également du platonisme. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une doctrine philosophique fondée par Zénon de Citium. Normalement, la doctrine devait s'appeler le zénonisme, parce qu'en philosophie, c'est le plus souvent le nom du philosophe, plus le isme, Platon, platonisme, Aristote, aristotélisme, Descartes, cartésianisme, Hegel, hegelianisme, Spinoza, spinozisme. Mais pourquoi on a stoïcisme? Stoïcisme, ça connote estoa poikile, la porte gauche de l'agora d'Athènes, où Zénon se mettait avec ses disciples pour dispenser ses enseignements. Zénon se mettait devant la porte gauche de l'agora d'Athènes pour enseigner et que dépend de moi. Donc pour les stoïciens, il y a ces deux catégories de faits. C'est que les faits sur lesquels moi j'ai un pouvoir d'action et les faits qui ne m'appartiennent pas, c'est que les faits sur lesquels moi j'ai pas de pouvoir. Et que les stoïciens en ajoutent que Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu c'est la nature. Et ce Dieu nature a créé le monde pour atteindre une finalité bien définie. C'est ce que les stoïciens appellent la providence. Pour les stoïciens maintenant, pour atteindre cette providence, Dieu nous a attribué des destins individuels. Tous nos destins concourent à la réalisation de la divine providence. Par conséquent, chez les stoïciens, l'homme qui est philosophe, c'est l'homme qui conforme ses actions avec la volonté donc de Dieu. Autrement dit, les stoïciens, leur mot d'ordre c'est quoi? Abstiens-toi et supporte.
Ne demande pas que les choses arrivent comme tu les veux, mais aime-les telles qu'elles arrivent et tu seras heureux. De même que le but n'est pas fixé pour ne pas être atteint, de même que la nature elle-même n'engendre rien de mal chez l'être humain. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui t'arrive et qui t'arrive par la volonté de Dieu, il faut l'accepter. En d'autres termes, si moi j'ai envie de réussir et que je pars et que je ne réussis pas, le fait de vouloir réussir, ça dépend de moi. Mais selon les stoïciens, je dis bien selon les stoïciens, la réussite ne dépend pas de toi. Si tu pars et que tu ne réussis pas, tu peux changer ce qui dépend de toi, c'est-à-dire que ton désir, mais tu ne peux pas changer le fait. Donc, voilà ce que disent les stoïciens. Raison pour laquelle il dit abstiens-toi et supporte. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu les veux, mais aime-les telles qu'elles arrivent et tu seras heureux. De même qu'un but n'est pas fixé pour ne pas être atteint, de même que la nature elle-même n'engendre rien de mal chez l'être humain. Après le stoïcisme, il y a une autre doctrine que l'on appelle l'épicurisme. L'épicurisme est fondé par Épicure. Épicure, certains ont tendance à le verser dans l'hédonisme. Hédonisme de aidonos qui veut dire plaisir. Et on a voulu limiter donc la doctrine de Épicure dans la recherche effrénée du plaisir, alors que tel n'est pas le cas. Pour comprendre Épicure, il faut d'abord comprendre qu'il y a 3 catégories de plaisirs, lesquels il y a les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels et non nécessaires, et les plaisirs qui ne sont ni naturels et ni nécessaires. Je clarifie les concepts. Par naturel, entendez ce qui est inné, universel. Par nécessaire, entendez ce qui est et ne peut pas ne pas être. Le contraire de naturel, le contraire de nécessaire, c'est contingent. Ce qui est contingent, c'est ce qui est, mais peut ne pas être. Il y a des plaisirs qui sont naturels et qui ne peuvent pas manquer. Parmi ces plaisirs, nous avons mangé, boire, dormir, déféquer. Il y a des plaisirs qui sont naturels, mais qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, excès de manger, excès de boire, excès même de défécation si vous voulez, à moins que tu à la diarrhée. Donc là, il y a ce que l'on appelle des plaisirs qui sont naturels et non nécessaires. Il y a des plaisirs également qui ne sont ni naturels et ni nécessaires. C'est comme quoi? C'est boire de l'alcool, fumer par exemple de la cigarette. Et les stoïciens nous disent que le bon philosophe, c'est celui qui oublie carrément les plaisirs non naturels et non nécessaires pour ne satisfaire que les plaisirs qui sont naturels et nécessaires. Raison pour laquelle Épicure dira un peu de paille, un peu de pain, un peu d'eau et on rivalise notre félicité avec Jupiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon philosophe, c'est celui qui limite ses plaisirs. Après cette école, il y a le platonisme. Platon, dans sa logique, est un disciple donc de Socrate. Et quiconque connaît Socrate, c'est que Socrate, en réalité, c'est le père de la philosophie. Pourquoi? Madame, bu nekkoon daayira la dañ naan mooy jëwriñ bi. Platon, c'est le père de la... Socrate est le père de la philosophie. Par père, n'entendez jamais celui qui a commencé. Socrate n'est pas le premier philosophe. Par père, n'entendez jamais celui qui a inventé le mot. D'ailleurs, il ne l'a même pas inventé. C'est Pythagore de Samos qui l'a inventé. Mais Socrate est considéré comme le père de la philosophie. Pourquoi? Parce que Socrate a opéré une rupture dans la façon de philosophie. Avant Socrate, il y avait ce que l'on appelle les présocratiques. Mais eux, leur objectif c'était la nature. Ils faisaient de la cosmologie ou bien de la cosmogonie si vous voulez. Mais quand Socrate est venu, Socrate a dit la recherche de la vérité commence d'abord par la connaissance de soi-même. Autrement dit, avant de chercher à connaître la nature, avant de chercher à connaître l'univers, l'homme doit d'abord chercher à se connaître, d'où le fameux connais-toi toi-même. Et ce connais-toi toi-même de Socrate va permettre à Socrate d'accéder à sa première vérité philosophique, laquelle tout ce que je sais moi Socrate, c'est que je ne sais rien. Socrate dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais tout ce que je sais de Socrate, c'est que je ne sais rien, va permettre à Socrate d'élaborer sa philosophie en mettant sur place une méthode de recherche qu'il a héritée de sa mère Phénarète, qu'on appelle la maïeutique, définie ici comme l'art d'accoucher les esprits par le questionnement, mais également par l'ironie. Chez Socrate, la vérité, elle n'est plus qu'à toi, qu'à moi, mais elle est à chercher. Parce que pour Socrate, chaque homme sait une quantité de choses qu'il ignore qu'il sait. Savoir tout ce que l'on sait, ce seul geste épuiserait la philosophie. Maintenant, si on sait d'où viennent les bébés que Phénarète fait accoucher, pour les bébés, si on remonte 9 mois, on va se rendre compte qu'un homme et une femme avaient entretenu un rapport sexuel. 6 heures après, il y a la fécondation, j'ai le droit de le dire parce que je suis dans un CCA. Donc, mais, pour les idées que Socrate fait accoucher, on ne sait pas d'où viennent ces idées. Ce n'est pas Socrate qui va nous donner la réponse. La réponse nous sera servie par Platon.
Platon commence à distinguer deux mondes. Chez Platon, il y a le monde intelligible et le monde sensible. Qu'est-ce que le monde intelligible? C'est le monde des idées pures, des formes éternelles, immuables, sans mélange. Qu'est-ce que le monde sensible? Le monde sensible, c'est le monde de la tromperie, de l'illusion, de la fausseté. Et chez Platon, le monde sensible n'est que la copie imparfaite du vrai monde qui est le monde intelligible. Et chez Platon, avant de vivre dans le monde sensible, nous avons déjà vécu dans le monde intelligible, mais seulement sous forme d'âme. Dans ce monde intelligible, nos âmes ont vécu avec le bien, nos âmes ont vécu avec le beau, nos âmes ont vécu avec le juste, nos âmes ont vécu avec le vrai. Donc nos âmes ont vécu avec toutes les idées et les âmes les avaient compris au vrai sens du terme, comme prendre, qui veut dire prendre avec soi. Nos âmes ont pris avec elles-mêmes la connaissance. Mais comme le coordinateur l'a dit tout à l'heure, c'est lorsque les âmes ont traversé le fleuve de l'été, que nous appelons le fleuve de l'oubli, que les âmes ont bu les eaux du fleuve de l'oubli et les âmes sont frappées d'une amnésie, c'est-à-dire d'une perte de mémoire, et les âmes ont eu à oublier toutes les idées qu'elles avaient. Toute la vie n'est que rémémoration. C'est pourquoi Platon dit que apprendre, c'est se ressouvenir. C'est ça qu'on appelle la théorie platonicienne de la réminiscence. Maintenant, comment faire pour accéder à ce monde intelligible? Platon dit que par la dialectique ascendante. Rappelez-vous du mythe de la caverne. Maintenant, comment faire pour faire la dialectique ascendante? Est-ce que tout homme est habilité à faire la dialectique ascendante? La réponse est non. Platon dit que pour faire la dialectique ascendante, il faut faire ce que l'on appelle une mortification du corps. Par mortification du corps, entendez la privation donc du corps de tout ce qui est plaisir mondain. C'est pourquoi Platon dit que philosopher, c'est apprendre à mourir au corps, et qui meurt au corps assure le salut à son âme. Par conséquent, chez Platon, la philosophie est un apprentissage donc de la mort, et de la nous comprenons que philosopher, c'est apprendre à mourir. Parmi toutes les définitions maintenant de la philo, celle qui est la plus valable, même s'il n'y a pas de définition valable, on vous l'a dit en classe et je l'ai dit tout de suite, c'est la définition qui fait de la philosophie une réflexion critique. Qu'est-ce qu'une réflexion critique? Qu'est-ce que d'abord la réflexion? Vous connaissez le marché Ngidile, Koumba Bayar Fall? Non, je ne parle pas de Koumba Bayar Fall. Vous connaissez le lycée Malick Sall? Non, je ne parle pas du lycée. Vous connaissez Place Yassine Boub? Voyez, quand je dis Ngidile, c'est comme si votre esprit a quitté ici Ngidile. Lycée Malick Sall, partez à lycée Malick Sall. Le marché, c'est ça qu'on appelle la réflexion. La réflexion, c'est le mouvement de la pensée qui sort d'elle-même, se projette dans le monde extérieur, il saisit un objet avant de se recroqueviller, avant de se replier sur elle-même. C'est ça qu'on appelle la réflexion. Donc la réflexion, c'est le va-et-vient qu'effectue l'esprit entre lui et le réel pour évaluer ses actes, mais également juger ses opérations. Pour évaluer ses actes, mais également juger ses opérations. Par conséquent, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons tout simplement que la réflexion se veut un voyage. Penser, c'est voyager. Mais également, qu'est-ce que la critique? Le mot critique vient du latin crisis. Qu'est-ce que la critique? C'est la faculté de discernement qui permet à l'esprit de ne pas confondre deux choses différentes. C'est pourquoi on parle de réflexion critique. La réflexion critique, c'est une entreprise philosophique de questionnement, de contradiction, de désaccord, de remise en question, de doute qui permet aux philosophes, avant d'admettre une chose comme vraie, de la faire passer au tribunal de la raison. C'est pourquoi la réflexion critique se confond avec l'esprit critique. Mais attention, l'esprit critique n'est pas l'esprit de critique. J'ai bien dit, l'esprit critique n'est pas l'esprit de critique. Tous deux sont mis par le doute. Dans l'esprit critique, on doute. Dans l'esprit de critique, on doute. Mais dans l'esprit critique, on doute pour le plaisir. Dans l'esprit de critique, on doute pour le plaisir. Dans l'esprit de critique, on ne doute pas pour savoir. On doute dans l'intention de douter. Raison pour laquelle, dans l'esprit de critique, le doute n'est pas un moyen, mais le doute est en lui-même sa propre fin. Donc la réflexion commence par le doute, mais également se termine par le doute. Raison pour laquelle le doute serait un doute nihiliste, c'est-à-dire un doute qui peut conduire vers le scepticisme, c'est-à-dire que le fait d'être sceptique. Par contre, l'esprit critique, c'est là où on utilise le doute comme un moyen, c'est-à-dire le doute,
pour pouvoir donc douter dans le but d'accéder à la vérité. Descartes le dit carrément, il dit que moi j'ai fait usage du doute méthodique, donc de doute qui serait donc l'incarnation de l'esprit critique. C'est pourquoi Descartes dit que non que j'imitasse en cela les sceptiques qui ne doutent que pour douter, mais mon but à moi est d'enlever le sable mouvant et la boue pour retrouver le roc et l'argile. Par roc et l'argile, entendez la vérité. C'est pourquoi Descartes a douté, mais le doute de Descartes a permis à Descartes d'accéder à sa première vérité philosophique, laquelle le cogito ergo sum. Parce que n'oubliez pas que Descartes a appris à l'une des plus célèbres écoles d'Europe, le collège de la Flèche. À la fin de ses études, alors qu'on le considérait comme un docteur, un savant, Descartes lui-même dit: aussitôt que j'ai achevé tout ce cours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang de doc, je changeais entièrement de décision, car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir fait autre profit en tentant de m'instruire. Sinon, j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Descartes a rejeté toutes les connaissances acquises, les connaissances des livres, les connaissances mathématiques, les connaissances également ici de ses voyages. Mais au moment où Descartes a voulu douter de tout, Descartes s'est rendu compte: il y a une chose dont je ne peux pas douter. C'est quoi? Je ne peux pas douter du fait que je suis en train de douter. Et si je doute, cela veut dire que je pense. Or, pour penser, il faut être, il en déduit. Je pense donc que je suis, cogito ergo sum, qui est le fondement même de la philosophie de Descartes. La question la plus importante sur la réflexion critique est celle à savoir sur quoi porte la réflexion critique du philosophe. Comprenez d'abord que le doute en philo est d'abord présent à l'intérieur du débat philosophique. Pourquoi? C'est ce qui fait qu'en philosophie, il y a des systèmes philosophiques qui se succèdent et se continuent à l'infini, et que les philosophes ont tendance à commettre le parricide. Par parricide, entendez en français le fait de tuer son père. Parricide, il y a pater, qui renvoie donc à non affectif donc de père, et cide qui veut dire tuer. Mais en philosophie, le parricide, c'est l'état de l'élève qui remet en question l'enseignement du maître. Et Aristote, après avoir passé 20 ans d'enseignement et d'études près de Platon, Aristote dit à Platon, amitié et vérité me sont toutes les deux chères, mais entre les deux, il est d'une exigence pour moi de préférer la vérité au-dessus de l'amitié. Platon, tu es mon ami, mais la vérité est mon meilleur ami. Et par conséquent, Platon a vu sa philosophie être remise en question par Aristote. Mais c'est sans compter avec Descartes que la philosophie comment il s'appelle encore, d'Aristote va être remise en question. Parce qu'Aristote va voir Descartes donc remettre en question sa philosophie. Pourquoi? Parce que Descartes va dire que nous ne serions jamais philosophes, même si nous avons lu tous les raisonnements de Platon et d'Aristote. Si sur un problème donné, nous ne pouvons apporter une réponse solide et personnelle. Donc la philosophie, elle devient une réflexion critique, libre et personnelle. Et par conséquent, nous ne serions jamais philosophes tant que nous ne pouvons pas utiliser notre pensée pour développer ce que l'on appelle une réflexion critique, une réflexion libre, mais également une réflexion personnelle. Je dois attaquer rapidement philosophie et religion, mais je passe le témoin. Le témoin, non, je dois aborder philosophie et sciences, mais je passe le témoin à mon frère cadet qui est là, que j'avais encadré ici à Louga il y a, je crois, 3 ans, et que maintenant qui encadre également des élèves dans le cadre donc des cours de renforcement. Merci. Ah non, bien. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère Omar Sow. Et je tenais à dire bonjour au public. Je tenais à dire bonjour. Comme l'a si bien dit Omar, je vais venir pour parler un peu des rapports. Un philosophe, celui qui totalise. Un philosophe, un philosophe, celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Maintenant, totaliser le savoir dans la mesure du possible, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour être un philosophe, donc, il faut être à l'aise sur tous les domaines du savoir. Donc, il faut être géomètre, il faut être géographe, il faut être historien. Donc, la science était dans la philosophie. Maintenant, vers le 15e siècle, 17e siècle, la philosophie maintenant, comme l'avait défini Descartes, qui disait que par sa métaphore arborescente, qui disait que la philosophie peut être réduite comme un arbre.
dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique, et maintenant dans le tronc, il y a 3 branches qui découlent de ce tronc, qui est la mécanique, la morale et la médecine. Donc, tout ça nous fait dire le rapport qui existe maintenant entre science et philosophie. Et c'était un rapport qui était basé sur la rationalité. Parce que comme la philosophie, la science aussi est une science qui se base sur ce qu'on appelle la rationalité, c'est-à-dire qui émane de la raison. Et maintenant, pourquoi devons-nous, dans un monde dominé par la science, faire abstraction de la philosophie? C'est ça la question qu'on doit poser. Comment devons-nous considérer la philosophie qui réfléchissait, la philosophie qui faisait des théories? À un moment donné, la science est venue et maintenant on doit zapper la philosophie. Pourquoi doit-on mettre à l'écart la philosophie au profit de la science? Et maintenant, pour répondre à cette question, nous devons avoir deux réponses. Maintenant, qui parle de l'objectivité parle de quoi? Des choses qui sont concrètes, des choses qui sont palpables, visibles. Et maintenant, il y a Gaston Bachelard qui dit quoi? Qui assimile la science comme l'union des travailleurs de la preuve. L'union des travailleurs de la preuve. Donc cela veut dire que la science rime avec ce qu'on appelle la preuve, par l'observation et la démonstration, comme la philosophie. Mais la philosophie, ce qui la différencie de la science, c'est quoi? C'est sa contradiction. Parce qu'en philosophie, la philosophie est une entreprise contradictoire. Une entreprise contradictoire veut dire quoi? Il n'y a aucun accord entre les systèmes philosophiques. Pourquoi il n'y a pas aucun accord entre les systèmes philosophiques? Parce que tout simplement, la philosophie n'est pas du tout une. La philosophie, elle est plusieurs. Chaque philosophe établit sa propre philosophie. Alors qu'en science, c'est un groupe d'individus qui va se regrouper pour avoir une seule solution. Un résultat qui va faire l'accord de tous. Et cet accord de tous va faire de la science un dogme. Alors que la philosophie ne rime pas avec le dogmatisme. La philosophie rime avec la contradiction. La philosophie rime avec le doute, avec le questionnement. Donc, pour mieux appréhender la ligne de démarcation, il faut d'abord comprendre que, premièrement, le trait de ressemblance, c'est quoi? Elles émanent tous de la raison. Elles sont tous des doctrines qui sont rationnelles. Maintenant, à côté de la rationalité, il y a une opposition. Pourquoi opposition? Parce que la philosophie ne fait pas l'accord de tous, alors que la science rime avec ce qu'on appelle l'accord de tous les scientifiques. Et maintenant aussi, il faut comprendre le rapport aussi entre le philosophe et le scientifique. Parce que le scientifique est considéré comme un savant. Le scientifique est un savant alors que le philosophe est-il un savant? Pas du tout. Pourquoi? Parce que le philosophe dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc quel est l'objectif du philosophe? C'est quoi? C'est d'être à la quête perpétuelle, sans fin, inlassable du savoir. Donc, à côté de leur opposition, il faut d'abord maintenant voir comment on a apprécié le rapport qui existe entre maintenant philosophie et science. Et maintenant, pour comprendre ce rapport, il faut d'abord comprendre que la philosophie a été jugée comme une spéculation théorique. La philosophie a été jugée comme un vain bavardage. La philosophie a été jugée comme des folies, comme de la rêverie. Et vous avez l'exemple de la servante de Thrace qui raillait Thalès. Pourquoi? Parce que Thalès, à force de contempler le ciel, il a failli se retrouver dans un puits. Maintenant, comment un philosophe qui ne connaît, la servante de Thrace lui dit, comment quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe sous ses pieds peut prétendre connaître ce qui est dans les cieux? Donc cela veut dire que l'appréciation qu'on avait du philosophe au XVIIe siècle, ou bien avant le XVIIe siècle, le philosophe était considéré comme quelqu'un qui était un paria de la société. Maintenant, la science va faire ses progrès. Parce que la science va se retirer de la philosophie. Avant, la science était dans la philosophie. Maintenant, la science va prendre son indépendance de la philosophie. Et maintenant, après avoir pris son indépendance, la science est devenue maintenant fulgurante. Une science, c'est-à-dire la science va avoir un essor qui est fulgurant. Et maintenant, cet essor fulgurant va lui faire gagner ce qu'on appelle l'affection de l'humanité. La science va gagner l'affection de l'humanité, ce qui va pousser maintenant le rejet, ce qui va occasionner le rejet maintenant de la philosophie.
on va rejeter la philosophie au détriment maintenant de la science. Parce que seule la science est capable de répondre aux préoccupations de l'humanité. Seule la science est capable de faire des progrès qui sont palpables, visibles. Et maintenant, la science reste tout simplement des spéculations. Raison pour laquelle Karl Marx va dire, je cite, jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, alors que ce qui importe c'est de le transformer. Donc, les scientifiques, les philosophes plutôt, ne jouent pas sur l'évolution maintenant de la société, sur l'évolution matérielle de la société. Parce que l'humanité est, c'est-à-dire l'humanité s'intéresse sur le matériel, le concret, le visible. Nous avons besoin des téléphones, nous avons besoin des hôpitaux. Et tout ça, c'est grâce à la science. Qu'est-ce que la philosophie a fait? Qu'est-ce que la philosophie a montré? Qu'est-ce que la philosophie a théorisé? Ou bien, qu'est-ce que la philosophie a inventé? Rien du tout. Donc, la philosophie ne mérite pas de vivre dans un monde dominé par la science. Donc, pour comprendre quelle est l'inutilité de la philosophie dans un monde scientifique, il faut d'abord comprendre que la philosophie doit faire abstraction de ses idées. Pourquoi? Parce que dans un monde scientifique, nous n'avons pas du tout besoin de la science, de la philosophie plutôt. Pourquoi? Parce que seule la science est capable de satisfaire de manière totale les désirs mondains, les désirs de l'humanité, alors que la philosophie ne fait que nous plonger dans la rêverie, ne fait que nous plonger dans ce qu'on appelle dans la folie, dans une spéculation théorique. Maintenant, la question qu'on doit se poser après, est-ce que le monde laissé à la science elle-même, qui dirige, qui invente, qui crée, qu'est-ce que la science a prouvé? La science ne présente pas des dangers, des barbaries. Si, la science a montré ses limites. Parce que sur deux points. Premier point, l'humanité n'est pas tout simplement intéressée par ce qu'on appelle la question du comment. Mais il est intéressé aussi par la question du pourquoi. La science ne répond pas à l'immortalité de l'âme, à l'immatérialité de l'âme, au destin, au temps. Il n'y a pas une science qui réfléchit sur ça. Alors que seule la philosophie peut investir dans ces domaines. Donc la philosophie a son droit de vivre. La philosophie doit rester en vie pour veiller sur ses préoccupations de l'humanité. Maintenant, autre chose, la philosophie aussi doit servir une conscience morale à la science. Parce que la science, comme le dit, la science est un verbe derrière laquelle se cache la barbarie. Vous avez l'exemple avec la Seconde Guerre mondiale, avec les deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc tout ça sont des preuves qui montrent la dangerosité de la science. Et maintenant nous avons besoin de la philosophie qui va servir une conscience morale. Selon Edgar Morin qui dit que la philosophie est la moralisatrice de la science. Donc dans un monde, quelle que soit la domination de la science, nous avons besoin de la philosophie. Parce que seule la philosophie peut guider, orienter, civiliser, dompter la science. Donc, en somme, de manière ramassée, voilà les 3 points qu'on doit parler sur les rapports entre philosophie et science. Premièrement, il faut parler de la démarcation, c'est-à-dire leur opposition, leur divergence. Qu'est-ce qui démarque philosophie et science? Deuxièmement, il faut parler maintenant pourquoi doit-on faire abstraction de la philosophie dans un monde scientifique. Et maintenant, en dernier lieu, vous allez parler maintenant de l'importance de la philosophie malgré les avancées pompeuses de la science. Donc, en somme, de manière ramassée, c'est ça qu'on doit faire. Merci beaucoup. Protocole. Je pense que l'humanité ait toujours besoin de philosophie pour 2 raisons. La première raison, c'est que la science à elle seule ne peut pas répondre à toutes les questions.
Même si pour certains elle est une panacée, panacée du grec panakeia qui veut dire remède universel, la science ne l'est pas. La science ne répond qu'aux questions du concatenatio omnium rerum, c'est-à-dire de l'ordre de succession et d'enchaînement des phénomènes dans la nature. Mais également, il vient de montrer que la science également aurait besoin de philosophie pour que la philosophie puisse servir à la science et la technique ce que l'on appelle une conscience morale. Une conscience morale, laquelle conscience morale nous permet de faire de sorte que science sans conscience ne va devenir l'une de l'âme, pour parler comme Rabelais. Maintenant, en prenant en charge les questions que la science laisse en rade, à savoir les questions du pourquoi des choses, la philosophie étale une de ces branches que l'on appelle la métaphysique. D'abord, comprenez, la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que la métaphysique? Le mot métaphysique n'a pas toujours existé, comme tout autre mot, mais le mot métaphysique est forgé à 70 après JC, l'an 110 après JC, par un libraire grec du nom d'Andronikos de Rhodes. D'ailleurs, certains vous diront que le mot métaphysique est forgé à partir du système philosophique d'Aristote. Mais Aristote, lui, de son vivant, il n'a jamais employé le mot. Il a toujours parlé de philosophie première. Il a fallu attendre 70 ans après l'ère d'Aristote pour qu'un libraire grec et de surcroît disciple d'Aristote, du nom d'Andronikos de Rhodes, employa pour la première fois le mot métaphysique. Et pour quelle raison? Andronikos de Rhodes avait pour volonté de classer les extraits d'Aristote. Et en classant les extraits d'Aristote, Andronikos de Rhodes a mis en place deux catégories. Il dit qu'Aristote a écrit des ouvrages, c'est-à-dire que des extraits qui portent sur le concret, c'est-à-dire que sur des objets palpables, physiques, matériels, et tous les écrits d'Aristote qui portent sur des objets concrets, palpables, mais également matériels, il les a condensés dans un même ouvrage qu'il a donné l'appellation de physique. C'est pourquoi quand tu pars à la librairie pour dire « vends-moi physique d'Aristote », on va te vendre ce que l'on appelle un condensé des écrits d'Aristote qui portent sur le concret. Mais également, Aristote a écrit des extraits. Il y a des extraits d'Aristote, des traités d'Aristote qui ne portent pas sur des objets concrets, mais qui portent sur des objets abstraits, sur des objets immatériels, sur des objets qui ne sont pas palpables, comme l'âme par exemple. Il a regroupé pour les donner l'appellation de métaphysique. Donc, métaphysique dans un premier temps, c'est un titre d'ouvrage d'Aristote que Andronikos de Rhodes a donné à l'ensemble des traités d'Aristote qui portent sur un objet qui n'est pas concret. Mais littéralement, le mot métaphysique est forgé à partir de deux vocables grecs, lesquels il y a méta, ou bien ta méta si vous voulez. Méta veut dire au-delà, ta méta veut dire l'au-delà. Méta donc veut dire ce qui vient après, ou bien ce qui fait suite à quelque chose. Et il y a physica qui renvoie à la physique. Donc métaphysique littéralement veut dire ce qui est au-delà de la physique. Métaphysique veut dire littéralement ce qui vient après la physique. Mais du point de vue philosophique, la métaphysique en réalité se définit comme une branche de la philosophie qui laisse de côté tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable, tout ce qui est matériel, pour s'intéresser à des objets que l'on ne rencontre ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est pourquoi Emmanuel Kant, quand on lui a demandé qu'est-ce que la métaphysique, sa réponse a été non, vous n'allez pas mourir tôt. Inch'Allah, vous n'allez pas mourir tôt. Hein? Ok, on marque. Ñu xaar ba ngeen pare. Boy, kenn du jël sa téléphone. Kenn du sàcc sa téléphone. Dinaa ko surveiller, ah. 1, 2, 3. C'est bon. 1, 2, 3. C'est bon. Donc par conséquent, la métaphysique serait une réflexion philosophique sur l'au-delà. C'est pourquoi certains la confondent avec la religion. Mais wallahi, elle n'est pas la religion. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la religion, les vérités nous viennent par révélation.
Alors que dans le domaine de la métaphysique, c'est par une connaissance rationnelle que l'homme prétend accéder donc à l'intelligible. C'est pourquoi Elisabeth Clément dira que la métaphysique est une connaissance par la raison et non d'une révélation de type religieuse de ce que les choses sont en elles-mêmes par différence aux apparences qu'elles présentent. Par conséquent, nous disons quoi? Nous disons que la métaphysique, c'est lorsque le philosophe laisse de côté tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable, pour s'intéresser à des objets qui ne sont ni physiques, ni palpables, ni matériels, ni concrets. D'accord. Maintenant, la question que nous sommes en droit de nous poser, c'est une connaissance métaphysique est-elle possible? Relève-t-elle de l'illusion ou bien, par exemple, de la connaissance pure? En d'autres termes, est-ce que la raison humaine a la capacité de connaître ce qui est au-delà de ce qui est palpable? Il faut comprendre qu'en philosophie, tous les philosophes sont des rationalistes. On les appelle des aventuriers de la raison. Des paroles rationnelles les rassemblent et aussitôt les séparent. Douter, critiquer, établir, réfuter, soupçonner, argumenter, voilà la tâche du philosophe. Mais les philosophes ne sont pas rationalistes de la même manière. Il y a les rationalistes dogmatiques et les rationalistes critiques. Qu'est-ce que le rationaliste dogmatique? C'est quelqu'un qui croit à la toute-puissance et à l'infaillibilité de la raison humaine. La toute-puissance, c'est que la raison humaine peut connaître toutes les vérités, quel que soit le siège de ces vérités, qu'elles soient des vérités métaphysiques ou des vérités physiques. Par raison humaine infaillible, c'est-à-dire que la raison, elle ne fait pas de faille, elle ne se trompe pas. Elle peut tout connaître, elle ne se trompe pas. Et parmi ces philosophes, nous avons Descartes. Parce que Descartes a utilisé la raison pour démontrer l'existence de Dieu géométrico, c'est-à-dire que mathématiquement. Descartes dit qu'on peut démontrer l'existence de Dieu avec la même certitude qu'on a que dans un triangle, la somme des angles est égale à 2 droits, c'est-à-dire à 180 degrés. Descartes dit que moi, en partant de mon imperfection, je peux démontrer l'existence de Dieu. Parce qu'en réalité, si moi je suis imparfait, cela veut dire que je ne suis pas l'auteur de ma propre vie. Et par conséquent, ma vie n'existe que par l'intermédiaire d'un être parfait. Et pour que l'être soit parfait, il faut que l'être existe. Parce que l'inexistence est signe d'imperfection. Et puisque Dieu, il est parfait, donc Dieu existe. Parce que Dieu, s'il n'était pas parfait, ici il n'existait pas, il ne serait pas parfait parce que l'inexistence serait signe d'imperfection. Donc Descartes a voulu le faire. Aristote également a utilisé la raison pour démontrer l'âme, mais également Dieu. Parce que chez Aristote, la métaphysique revêt 2 dimensions. Aristote parle de théologie rationnelle, mais également d'ontologie. Qu'est-ce que l'ontologie? L'ontologie, c'est l'étude portant sur l'être. Mais attention, toute étude portant sur l'être n'est pas ontologie. Pour que l'étude soit dite ontologie, il faut que l'étude porte sur l'être en tant qu'être. Qu'est-ce que l'être en tant qu'être? C'est l'être commun aux différents états. Qu'est-ce que l'être commun aux différents états? C'est l'être qui fait que malgré nos variétés, nous tous nous sommes appelés êtres. Aristote dit que aucune des autres sciences n'étudie l'être en tant qu'être, mais découpe une partie de l'être. Mais avec ce que l'on appelle l'ontologie, Aristote étudie l'être en tant qu'être. Et avec la théologie rationnelle, Aristote est à la recherche donc du PMI. Par PMI, entendez le premier moteur immobile. C'est-à-dire que la cause causale, pour ne pas dire la cause qui cause tout et qui à son tour n'est pas causée, autrement dit, li nga xam ici, lu fi yëngalu ne, moo la yëngal te moom kenn yëngalu ko. Et cet être renvoie à l'être de Dieu. Donc Aristote a utilisé la raison pour faire une démonstration donc de l'existence de Dieu. Mais pour d'autres philosophes, la raison humaine n'a pas la capacité ni le pouvoir de démontrer ce qui est au-delà de ce qui est testable, de ce qui est vérifiable empiriquement. Et celui qui a inauguré la critique de la métaphysique, on le surnomme l'horloge de Königsberg. Il s'agit de qui? Il s'agit de Emmanuel Kant. Kant, on le surnomme l'horloge de Königsberg. Pourquoi on l'appelle le philosophe horloge? Parce que Kant était assidu et ponctuel. Pourquoi on l'appelle le philosophe de Königsberg? Parce que Kant est né à Königsberg, Kant a grandi à Königsberg, Kant a appris à Königsberg, Kant a enseigné à Königsberg, Kant est mort à Königsberg, Kant est enterré à Königsberg. Durant toute sa vie, Kant n'a jamais quitté Königsberg. Cet rattachement à sa ville natale fait qu'on l'appelle le philosophe de Königsberg. Mais Kant, lui également, il a été un rationaliste dogmatique. Autrement dit, quand Kant entrait à l'université allemande de Königsberg, Kant faisait partie de ceux qui croyaient que la raison humaine a la capacité de tout démontrer. Mais quand Kant est entré à l'université allemande de Königsberg, Kant va être victime de l'influence donc de David Hume.
Il le dit dans Prologomène à toute métaphysique future qui prétend se poser comme science, quand il dit, je l'avoue franchement, ce fut l'avertissement de Hume qui interrompit, bien voilà des années, mon sommeil dogmatique et qui donna à mes recherches en philosophie spéculative une toute autre direction. Comment Hume a-t-il influencé Kant? N'oubliez pas que Hume est un philosophe empiriste. Qu'est-ce que l'empirisme? L'empirisme est une doctrine philosophique qui conçoit que toutes nos connaissances passent d'abord par les organes de sens. Autrement dit, pour les philosophes empiristes, il n'y a rien qui naît dans l'entendement avant d'être dans les organes de sens. Autrement dit, pour que la raison puisse connaître quelque chose, il faut que la chose soit d'abord perçue, attestée par les organes de sens, pour que la chose soit objet de connaissance pour la raison. Donc, par conséquent, c'est une limitation de la raison. C'est-à-dire que pour les empiristes, la raison ne peut connaître que ce qui est dans le domaine de l'expérience. Et Kant, partant de cela, Kant va commencer à s'interroger sur les conditions de possibilité d'une connaissance humaine. Autrement dit, quand est-ce que la connaissance humaine est possible? En se posant cette question, Kant va commencer à distinguer deux mondes. Kant dit qu'il y a le monde intelligible et le monde sensible, que Kant appelle le monde nouménal et le monde phénoménal. Qu'est-ce que le monde phénoménal? C'est le monde des phénomènes, le monde de l'expérience. Qu'est-ce que le monde nouménal? C'est le monde des réalités intelligibles qui échappent à l'entendement sensible. Et Kant dit que la différence entre ces deux mondes, c'est que le monde phénoménal, c'est le monde du temps et de l'espace. Kant les appelle les intuitions pures sensibles. Les intuitions pures sensibles que sont le temps et l'espace n'existent que dans le monde sensible. Or, que représente le temps et l'espace dans la philosophie kantienne? Le temps et l'espace représentent ce que Kant appelle les lieutenants, les guides, les supports de la raison. Pour Kant, la raison ne peut connaître que si et seulement si la raison est guidée, la raison est encadrée par le temps et l'espace. Or, compte étant tenu du fait que le temps et l'espace n'existent que dans le monde donc sensible, par conséquent, si la raison s'aventure à la connaissance des réalités nouménales, la raison est privée de ses guides, la raison est privée de ses lieutenants, la raison est privée de ses supports, la raison se perd et produit des illusions, raison pour laquelle Kant dit en réalité que la raison est inefficace dans le domaine intelligible. Autrement dit, le monde métaphysique existe, mais ça échappe donc à la connaissance rationnelle. De là, Kant a en conclu, j'ai dit abolir, j'ai dit supprimer la raison dans le domaine des hautes intelligences pour laisser place à la foi. À la suite de Kant également, d'autres philosophes qui sont considérés comme des philosophes religieux vont procéder à une limitation de la raison humaine. Parmi ces philosophes, nous avons Blaise Pascal. Pascal va commencer par distinguer deux étages de connaissance. Pascal dit que on peut connaître par la raison, mais également on peut connaître par le cœur. Et tout ce que le cœur peut connaître peut échapper à la raison. Tout ce que la raison peut connaître peut échapper au cœur. D'où pour Pascal, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Autrement dit, il y a des vérités que le cœur peut connaître, mais que la raison ne peut pas connaître. Pourquoi? Parce que ces vérités sont logées à une sphère très élevée où la raison très limitée ne peut pas accéder. Raison pour laquelle Blaise Pascal dira que Dieu sensible au cœur et non à la raison, voilà ce qu'est la foi. En d'autres termes, Dieu ne se prouve pas, mais il s'éprouve par sentiment de cœur. Dans la mesure où chez l'homme il y a deux parties, il y a la partie sentante et la partie pensante. Or, les vérités religieuses s'adressent à notre partie sentante et non à notre partie pensante. Raison pour laquelle les vérités religieuses, analysées au niveau de la raison, vont paraître toujours insensées, non pas parce que ces vérités sont insensées, mais parce que leur sens est caché à un niveau très élevé où la raison elle-même très limitée ne peut pas accéder. Par conséquent, on se réduit à quoi? À credo qui a absurdum, pour parler comme le père Tertullien. En d'autres termes, je crois, parce que c'est absurde. D'où pour Blaise Pascal, la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. Elle n'est que faible, nulle, si elle ne va pas jusqu'à connaître cela. Si ce sont les choses sensibles qui la dépassent, que dira-t-on des choses intelligibles? En d'autres termes, nous disons quoi? Nous disons que le domaine métaphysique n'est pas le domaine de la raison. Pourquoi? Parce que la raison ne peut pas connaître ce qui est au-delà de ce qui est empiriquement testable. Maintenant, faut-il se débarrasser de la métaphysique? La réponse est non. Qu'elle soit science suprême ou qu'elle soit science illusion, en tout cas la métaphysique est insatiable. C'est un besoin insatiable, c'est un besoin indéniable. Par insatiable, entendez ce dont on parle. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours un désir pour la métaphysique. Et
et vous tous, vous avez été métaphysiciens avant la lettre. Pourquoi? Parce que l'homme est un animal, contrairement aux autres animaux, qui est conscient de la dimension tragique de son existence. Autrement dit, nous savons que nous sommes des êtres appelés pour la mort. C'est pourquoi nous nous posons des questions du genre, qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et c'est une question d'ordre métaphysique, raison pour laquelle les pagodes, les mosquées, les églises, dans toutes leurs magnificences et à toute époque, témoignent de ce besoin insatiable donc de métaphysique. Autrement dit, nous avons beau rejeter la métaphysique, mais il n'en demeure pas moins que la métaphysique demeure toujours nécessaire. Même Kant, qui avait critiqué la métaphysique, est revenu sur ses pas pour dire que la métaphysique est un arbre dont on peut couper les pousses et non arracher les racines. Vouloir se débarrasser coûte de la métaphysique, c'est comme si vous vous enfermez dans une chambre et que dans la chambre l'air est impur et que vous préférez suspendre définitivement la respiration. Autrement dit, même si la métaphysique n'est pas une science, nous ne pouvons pas nous débarrasser de la métaphysique. Car comme le dit le rapport sénégalais dans son album Philopodium, il dit que c'est là où s'achève la vision humaine, que commence une autre vision qui nous mène à l'au-delà. Qui sommes-nous? Où allons-nous? L'homme n'est rien d'autre sans la réponse à ces questions. Merci beaucoup. Donc nous avons terminé le remerciement. Avant de vous donner la parole pour les questions, je remets la parole donc à Ibrahima pour peut-être des exigences